Salut Salut Marco. Arnaud, j'espère que tu vas bien. C'est Salut. un Eh plaisir ben, d'être avec toi aujourd'hui. Tu es plaisir le partagé. premier avocat dans notre émission, donc tu as la chance de commencer cette belle aventure. Super. Merci beaucoup. Ravi de cette invitation et ravi d'être présent avec toi et puis parmi vous. Tu es cofondateur de Hashtag Avocat, un cabinet d'avocats spécialisé dans les startups et dans les nouvelles technologies, et tu es dans l'écosystème depuis quelques années. Et dans l'émission d'aujourd'hui, on va pas mal échanger sur la fiscalité de la crypto en France, mais aussi des actualités dans le monde. Et la première question, c'est, on a déjà eu les résultats des élections américaines et je voulais voir avec toi quels impacts les élections américaines ont sur la crypto et peuvent avoir dans le futur. Alors écoute, au moment où on enregistre l'émission, le Bitcoin atteint des niveaux qui sont stratosphériques, enfin très élevés en tout cas par rapport à ce qu'on a connu même pendant les précédentes phases haussières. Je ne sais pas si on est face à un bull run, mais bon, c'est quand même relativement clair qu'il y a une augmentation assez significative. Cette augmentation, en fait, si on reprend un peu les derniers mois, on était déjà sur une vague qui était assez haussière, de manière modérée, c'était des hauts et des bas. Et là, c'est vrai que l'élection de Trump on va dire, accéléré de manière assez significative l'augmentation de beaucoup de cryptos. D'ailleurs, on parle du Bitcoin, mais en réalité, beaucoup de Mm. crypto-monnaies suivent cette vague. Euh, donc, a priori, plutôt positif. On a un président qui est entouré de conseillers qui sont pro-crypto. On a, semble-t-il, un congrès qui est composé d'un certain nombre de sénateurs et de représentants qui le sont, semble-t-il, également. Donc, tout porte à croire que ça va se poursuivre. Moi, disons que par nature, je suis quelqu'un d'assez méfiant. Surtout qu'on est face à des politiques qui ont eu l'habitude parfois d'avoir des discours qui n'étaient pas forcément toujours suivis des faits. Donc je reste quand même relativement prudent. Ceux qui imaginent un Bitcoin à 200 000 dollars, par exemple, je ne suis pas certain. Mais on va voir. Voilà, donc en tout cas, la dynamique est plutôt dynamique assez positive. Après, encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent, qui les font, pas qui les tiennent d'ailleurs, qui les font. Et du coup, je reste pour l'instant sur mes gardes, même si la dynamique semble plutôt positive. Voilà. Et tu penses quel impact ça peut avoir en Europe? Écoute, c'est une bonne question. Bon, alors, je pense qu'il faut distinguer dans cet écosystème les investisseurs, ceux qui investissent, qui sur le papier sont censés gagner de l'argent. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont gagner beaucoup d'argent et des gens qui vont perdre beaucoup d'argent aussi. Il faut être très vigilant. Donc, il y a l'investisseur. Là, de ce point de vue-là, il y a à peu près 20% des Français qui ont des cryptos. Donc, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Encore faut-il que ça soit d'une certaine façon convertible dans le réel, d'une certaine manière, sur la question du paiement crypto, etc., qui n'est pas encore réellement adopté. Et puis, il y a les problématiques fiscales, on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point. Puis après, il y a l'écosystème au sens plus large du terme, avec du coup des répercussions je ne sais pas s'il y aura un système de vase communicant, mais la réalité, c'est qu'on a d'un côté des États-Unis qui, sur le papier, je dis bien sur le papier parce que j'attends de voir quand même, toujours méfiant encore une fois, semblent aller vers une réglementation très pro-crypto, alors que de l'autre côté, on a une Europe qui, alors, c'est pas qu'elle est sur une réglementation qui est anti-crypto, c'est pas le sujet, mais simplement une réglementation qui est extrêmement contraignante et donc d'une certaine manière qui n'est pas en réalité forcément favorable à l'innovation. Est-ce que les Américains, parce qu'il y a un changement d'administration, tout d'un coup vont devenir on va dire l'endroit idéal pour l'innovation crypto? Encore une fois, j'attends de voir, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir, il y a déjà un différentiel. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont en réalité très peu de réglementation en matière de crypto au-delà de ce que va faire la SEC, etc., je veux dire, de réglementation au niveau fédéral. Et donc là, il est probable qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui soient prises. Donc, soit ces dispositions sont très ouvertes, et dans ce cas-là, le contraste avec l'Europe va être très important, soit on est, comme je peux le craindre aussi, c'est-à-dire beaucoup sur des effets d'annonce et au final sur une réglementation qui sera assez abrasive également,
auquel cas il n'y aura pas forcément de différence majeure avec ce qu'on connaissait par ailleurs, si ce n'est que les cryptos, c'est en très très grande majorité aux États-Unis que ça se passe, les fonds, l'argent se trouve aux États-Unis, etc., qui fait que de toute façon, il y aura pas de changement. Donc c'est soit stabilisation, soit aggravation, encore une fois, du différentiel qui est déjà important entre les États-Unis et l'Europe. Tu, par- tu parlais de méfiance tout à l'heure. Et dans les médias, ça fait quelques années qu'on entend parler de la France comme une startup nation. Vu que toi, tu travailles avec les startups, est-ce que, en matière de crypto, blockchain, est-ce que la France est réellement une startup nation? Alors, tu sais, on est dans une société où il n'y a pas beaucoup de nuances. Parce que on a tendance à être assez, comment dire, à donner son avis de manière un peu martiale, un peu de manière un peu directe, un peu cash, en oubliant qu'en réalité, c'est rare qu'on ait, enfin, y a pas, ça n'existe pas le blanc ou le noir, sauf dans les films sur Disney+, si tu veux, mais dans une logique normale, il faut toujours faire preuve de mesure parce qu'on est sur un gris plus ou moins foncé, plus ou moins clair, mais on est sur un gris. Est-ce que la France a poussé au développement de la tech? Je pense qu'effectivement, il y a eu un effet Macron lorsqu'il a été élu, qui est indéniable. Tu sais, en politique, il y a les mesures et puis il y a aussi et c'est comme pour Trump en matière de crypto, hein, il y a les mesures et puis il y a aussi la vibe, ce qui entoure en fait la personne et du coup la dynamique qu'elle va entraîner. Et ça, en politique, ça compte. C'est loin de suffire, mais c'est, on va dire, un premier pas. Et il y avait une dynamique. Le cabinet, nous, on l'a créé en 2015. La crypto, on s'y est mis quasiment dans la foulée, donc ça va faire 10 ans. C'est vrai que l'arrivée d'Emmanuel Macron a changé un peu les choses en termes de dynamique. C'est-à-dire qu'on sentait qu'on était face à un pays qui souhaitait se développer. On a des mécanismes, que ce soit jeunes entreprises innovantes, on a tout le travail qui est fait par la BPI, qui est évidemment assez significatif. On a le CIR, donc le crédit impôt recherche. On a beaucoup aussi d'infrastructures. On a des ingénieurs qui sont de talent, etc. Donc, sur le papier, on a un écosystème qui est quand même favorable au développement. Ça, c'est certain. Après, la réalité, elle est probablement quand même plus nuancée. Elle est plus nuancée parce que finalement, il y a beaucoup d'aides qui sont offertes aux entrepreneurs, mais derrière, c'est pas la BPI, c'est pas le CIR ou le JEI qui, by the way, sont des mécanismes qui sont probablement dans le cadre de la loi de finances en train d'être un petit peu rognés, mais ce ne sont pas ces mécanismes qui vont faire de toi qui vont faire de toi un vrai entrepreneur en termes de mindset. C'est pas non plus la BPI, elle va éventuellement abonder favorablement à une boîte qui va lever des fonds privés, mais c'est pas elle qui va lui trouver les fonds privés. Et en fait, la réalité, c'est que on a en fait un certain nombre d'avantages, mais je pense que ce soit dans l'état d'esprit ou dans un certain nombre de mesures qui ont été prises, c'est un peu, comme dirait, pour paraphraser le président de la République, il y a un peu de poudre de perlimpinpin en fait dans tout ça. C'est-à-dire qu'on essaye de saupoudrer un petit peu les choses. Il y a une dynamique, mais il y a quand même un peu d'esbrouf dans ce concept-là, je pense. Voilà, donc on l'a poussé trop loin, même si on a clairement des atouts. Voilà. Et est-ce que tu vois des freins qui limitent la création de startups en France? En fait, Ou le même le problème, il n'est pas. développement? Ouais, le problème n'est pas dans la création. Parce que, en réalité, quand tu as cette capacité unique au monde, à ma connaissance en tout cas, bien à ma connaissance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regardera la vidéo qui va se dire, mais non, c'est faux, il y a tel pays. Ok, peut-être. Mais à ma connaissance en tout cas, un pays où tu peux, en fait, tu es au chômage et on te laisse la possibilité de créer ta boîte en même temps, tout en recevant tes cotisations chômage, ce qui est quand même dingue, en fait. Enfin, je veux dire, pas dingue dans le sens c'est mauvais, forcément, mais je veux dire, c'est dingue d'avoir la possibilité de se dire, OK, tu perçois une somme d'argent et en même temps, par l'État, et en même temps, en fait, tu vas être payé pour te donner la chance de pouvoir créer. Ce qui est une formidable opportunité pour un certain nombre de personnes, mais si tu veux, le revers de la médaille, c'est que c'est peut-être qu'on a tendance parfois à considérer que l'entrepreneuriat, c'est, tu vois, il y a 15 ans, quand quelqu'un était au chômage, il te disait, bah, je suis sans emploi. Maintenant, il te dit, bah, en fait, je suis en train de créer mon business, quoi. Voilà, donc il y a un côté peut-être un petit peu trop facile, justement, dans la création de la boîte, alors qu'être entrepreneur,
c'est quand même très compliqué. C'est clairement pas donné à tout le monde. Donc, sur cette partie-là, je pense qu'on est plutôt très bon. On donne vraiment sa chance et on est extrêmement aidant. Aux États-Unis, t'as pas de taf, tu t'as rien. Enfin, je veux dire, voilà, donc tu pars de zéro et tu vas tout nu et t'espères développer ton business. Donc là-dessus, ok. Sur la phase en revanche de développement, je pense que là, les pays anglo-saxons sont un cran au-dessus et ont toujours été un cran au-dessus de nous parce que justement, accès aux fonds privés plus facile. Mentalité aussi, mindset, peut-être ouverture d'esprit très anglo-saxonne, qui fonctionne bien, dont on a pu emprunter un petit peu quelques codes, mais à mon avis, je pense qu'il y a quand même enfin, une différence culturelle qui est assez significative et qui parfois peut nous causer du tort. Voilà. Il suffit de comparer hein, financement public, financement privé. La France, c'est beaucoup de financement public, moins de financement privé, s'il y en a beaucoup. Les pays anglo-saxons, c'est très peu de financement public, mais par contre, les financements privés sont très, très significativement plus importants. Et selon toi, comment on peut améliorer la phase de développement en France? Est-ce qu'il y a des solutions, peut-être s'inspirer des pays anglo-saxons? Écoute, il y a un autre sujet aussi qui ne concerne pas que la France, mais qui concerne l'Europe en général, qui est le sujet de la réglementation. Et je t'en parle en connaissance de cause, vu que c'est un peu mon métier. Euh, en- alors, on dit souvent, c'est caricatural, évidemment, surtout vis-à-vis des Chinois, moins vis-à-vis des Européens d'ailleurs, mais on dit souvent les Américains innovent, les Européens régulent et les Chinois copient. Alors, les Chinois sont bien loin que de copier, bien, bien loin de ça. Au contraire, c'est une vraie force d'innovation, je pense, très, très puissante. Les Américains ne font pas que d'innover aussi, mais ils sont quand même précurseurs. Donc, je suis plutôt mesuré sur la première et la dernière partie. Sur l'Europe qui régule, c'est plutôt vrai. Évidemment, on a des succès industriels et techniques, enfin tech, qui sont monumentaux, mais ça reste résiduel par rapport aux autres. Et on adore réguler. Souvent, on a cette expression en Europe, c'est le millefeuille réglementaire. Et pourquoi je parle de ça? Parce que tu me demandes quel est le frein. Bah, paradoxalement, c'est un avantage et en même temps un énorme frein. C'est un avantage parce que, bah, écoute, tu crées une bulle dans laquelle derrière tu limites les risques, que ce soit les risques cyber, les risques en termes financiers, les risques X, Y ou Z. Donc tu vas limiter les risques en termes de responsabilité. Enfin, ça va augmenter la responsabilité des plateformes, ce genre de choses. Donc, bref, tu vas essayer de créer une sorte de cocon dans lequel les Européens vont être potentiellement préservés. Mais en même temps, en faisant ça, bah, concrètement, tu augmentes extrêmement fortement la barrière pour pouvoir respecter toutes ces réglementations. Et ces réglementations, bah, quand tu dois te mettre en conformité, c'est de l'argent en moins que tu vas pouvoir mettre dans ton produit, dans ton innovation, dans ton business développement, dans ton marketing. Et la réalité, c'est que, voilà, comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. On a envie de t'embrasser, on a envie de t'étouffer. Et en fait, au final, on veut trop bien faire. Mais le résultat, c'est on nous pose, enfin, en termes concurrentiels, c'est extrêmement compliqué. Donc, je dirais, bah, alors, limiter la réglementation, je ne sais pas, mais en tout cas, sans forcément limiter cette réglementation, faire en sorte qu'elle soit plus, tu sais, proportionnée par rapport à l'acteur auquel tu te destines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, en matière de crypto, à mon sens, on ne peut pas s'adresser en termes de conformité de la même manière à une banque qui a un siècle d'existence qu'à une startup qui s'est créée il y a 2 ans. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Là, le texte, il est, si tu veux, c'est le même pour tous. Et il y a pas d'adaptation, il n'y a pas de réflexion sur l'interlocuteur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et bah, pour rebondir là-dessus, ça fait déjà quelques mois que Mika a été mis en place. Comment est-ce que tu évalues, comment tu vois les premiers impacts sur le marché français? Est-ce qu'il y a une tendance qui est en train Ouais. Ah bah, d'apparaître? je vais te la donner, la tendance, c'est une évidence. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le marché français, c'est en Europe en général, mais en France, c'est manifeste. C'est que tu as 122 PSAN en France. OK, de mémoire, 122 ou 123. Il est vraisemblable, probable, plus que probable d'ailleurs, malheureusement, c'est loin d'être, je m'en réjouis, je suis loin de m'en réjouir, il y a de manière évidente, sur ces 122 PSAN, il y en aura peut-être, allez, moi, ma prédiction, c'était 20%, peut-être 30, peut-être même 40, ce qui serait déjà énorme.
mais on va perdre une très grande majorité de cet écosystème. Alors, on va les perdre, ils ne vont pas disparaître. Enfin, ils vont pas disparaître. Certains vont tomber en liquidation judiciaire, d'autres vont se faire racheter, etc., etc. Mais on va se retrouver vers un écosystème qui va se consolider. Alors, certains disent, bah, c'est très bien, tant mieux, parce que les moutons à cinq pattes vont disparaître, etc. OK. Sauf qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les acteurs qui vont rester vont être des acteurs, souvent soit des acteurs bancaires, soit des très grosses plateformes. Et les plus petites plateformes qui finalement étaient dans une innovation, bah, étaient forcément plus agiles parce que plus petites et donc plus en capacité d'innover, elles vont tout simplement disparaître ou alors elles vont être mangées, tout simplement. Donc, le Mika va avoir un impact qui est effectivement très puissant sur l'écosystème qu'on ne mesure pas encore maintenant. Encore une fois, je comprends que certains s'en réjouissent parce que finalement, les acteurs de la finance traditionnelle qui, pendant 10 ans, ont expliqué que la blockchain, c'était le mal incarné, bah, maintenant, qui voient qu'il y a de l'argent, bah, forcément, ils se précipitent dessus. Moi, en fait, je ne suis pas un enfant de la finance, même si ça m'intéresse, mais je suis un enfant de la tech. C'est-à-dire que la finance m'intéresse quand elle est au service de la tech, pas l'inverse. Et la blockchain, pour moi, c'est de la tech, c'est pas de la finance. Et là, ça devient de plus en plus dans cet écosystème en fait, c'est une itération de la finance traditionnelle appliquée aux actifs numériques, aux crypto-actifs. Et c'est pas ma vision de la blockchain. Donc, il y a encore un terrain qui est un peu fertile en termes de réglementation, qui est celui de la finance décentralisée, sauf que ça n'a pas duré longtemps. Et il est vraisemblable que d'ici 2 à 3 ans, en fait, ce terrain qui est en friche d'un point de vue juridique, qui soit comblé, et qu'au final, on se retrouve avec une blockchain qui est un peu phagocytée par la finance, ce qui, en tout cas, moi, personnellement, n'était pas la raison pour laquelle je me suis intéressé à cet écosystème. Tu penses qui aurait dû être fait avant pour avoir une vision différente de la blockchain selon toi? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est facile de faire des constats et c'est plus dur de proposer des solutions pour essayer ou en tout cas de refaire. Puis en plus, c'est facile de refaire le match après qu'il ait eu lieu. Euh, Moi, je vais te dire, la réglementation MiCA, comment dirais-je, pensée, réfléchie un peu avant, mais surtout, il y a eu FTX qui est intervenu. Mm. Et FTX, forcément, a eu un impact pour un certain nombre on va dire, de durs au sein du Parlement européen qui voyaient la crypto d'un mauvais œil comme étant, si tu veux, d'une certaine manière, le refuge de tout ce qui est cybercriminalité au sens large et danger pour les investisseurs, CFFTX, etc., et qui ont durci en fait énormément le texte. Donc c'est arrivé au plus mauvais moment, je pense, pour l'Europe. On a cru que pardon, que c'était un drame pour les États-Unis, pour l'image des États-Unis en crypto, mais en réalité, ça a été avec par ricochet une vraie problématique européenne pour la réglementation. Moi, je pense juste que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, Mario Draghi, a donc sorti un rapport il y a quelques semaines, quelques mois, bon, qui était plein de bonnes intentions. Il a dû être payé très cher pour pouvoir rédiger ce rapport, qui fait des centaines de pages, et en réalité, que j'ai lu en grande partie. Et est intéressant ce rapport, je ne suis pas d'accord sur tout, loin de là, mais il dit une chose quand même qui est intéressante. Il dit on a perdu en fait la bataille, l'Europe a perdu la bataille de l'innovation. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que l'Europe a perdu la bataille de l'innovation. Ça fait longtemps qu'on s'en est rendu compte. Simplement, il égrène comme ça un certain nombre de mesures. Et c'est vrai que la question, notamment à mon sens, hein, de la proportionnalité des mesures, donc je parle par exemple de Mika, est une question déterminante qui est valable sur plein de textes. Demain, toi, tu crées une société, d'accord? Bon, tu crées une société dans la crypto. Au bout de quelques semaines, tu vas voir un avocat. Cet avocat te dit, écoutez, vous devez être régulé Mika. On interdit le fait de pouvoir être agent de Mika, c'est-à-dire que tu ne peux pas, comme dans la finance traditionnelle, être simplement un agent. Imagine demain, tu es une marketplace et on te dit il faut que tu sois un prestataire de paiement au lieu d'utiliser un Stripe, par exemple. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qu'on te dit dans le cadre de Mika. Et puis à côté, on te dit bah écoute, by the way,
ça coûte un demi-million d'euros pour se mettre en conformité, et puis la même tous les ans. Enfin, si tu es une banque, un demi-million d'euros pour faire de la compliance, c'est rien. En plus, c'est même pas très compliqué. Tu prends 3 personnes qui font déjà de la compliance, tu les formes à la crypto et puis tu les mets dans ton département crypto. Enfin, je veux dire, c'est d'une simplicité biblique. Quand tu es une start-up, que tu n'as pas de fonds, que tu es en Europe et que se faire financer en privé, on en a parlé il y a quelques minutes, c'est quand même compliqué. C'est pas hyper simple, surtout en crypto, et que tu dois annoncer à ton investisseur que la quasi-totalité, l'essentiel de ce qu'il va mettre comme argent, c'est pour se mettre en conformité, bon courage. Versus ton alter ego américain qui, lui, oui, évidemment, c'est pas, tu vas aux États-Unis, l'argent tombe du ciel, c'est pas ça, mais simplement sur le papier, s'il a une bonne idée, une bonne équipe et qu'il a un proof of concept qui marche, il va pouvoir lever quelques millions plus facilement et il ne va pas avoir une réglementation qui va lui coûter si cher que ça. Voilà. Donc, le problème, c'est celui de la proportionnalité. Donc, ça ne veut pas dire que je suis pour qu'il n'y ait pas de réglementation, loin de là. Puis en plus, c'est mon métier. C'est que cette réglementation, il faudrait, à mon avis, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus proportionnée en fonction de la typologie des acteurs. Et je pense qu'on a oublié ce principe-là en Europe, qui est celui de la proportionnalité, et c'est bien dommage. Tu parlais de réglementation et de régulation. Aujourd'hui, il y a beaucoup, avec le Bitcoin qui a atteint ses sommets, de plus en plus de personnes découvrent la crypto et la fiscalité liée à ça. Et je Ouais. voulais savoir quels sont les points pour des particuliers à connaître en lien avec la fiscalité crypto. Alors, bon, pour faire très très simple, basique, hein, de toute façon, on pourra peut-être même faire, s'il y a des questions, une session un jour dédiée à la fiscalité. Il y a des avocats fiscalistes avec lesquels je travaille qui ne font que de la fiscalité crypto. Moi, la fiscalité n'est pas ma spécialité, mais je peux donner évidemment le cadre un petit peu plus global. En réalité, c'est assez simple à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle. Hein. À l'heure où on parle, je vais expliquer pourquoi. Si vous avez des cryptos, du Bitcoin par exemple, et que vous échangez Bitcoin contre Ether, c'est-à-dire des cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Voilà, au moins les choses sont claires. En revanche, lorsque vous allez transformer de la crypto en fiat, ou alors que vous allez faire l'acquisition de quelque chose en utilisant vos cryptos, c'est à ce moment-là un fait générateur d'impôt. Donc ça va générer un impôt. Et cet impôt, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, alors on dit flat tax. Ça pas forcément la flat tax, ça peut être aussi l'impôt sur le revenu. On va dire qu'en général, c'est la flat tax. Ça veut dire que de manière fixe, on va payer un pourcentage, pour l'instant de 30%, pourrait évoluer, entre le montant d'acquisition de ces cryptos et le montant de la revente. Donc, on a fait une plus-value à ce moment-là. Enfin, si on ne fait pas de moins-value, évidemment, si on fait de moins-value, on ne paye rien. Si on a fait une plus-value, on va prendre cette plus-value et il y a un tiers de cette plus-value qu'il va falloir verser à l'État. 30% pour l'instant, et effectivement, ça pourrait être amené à monter. On n'a pas encore la loi de finances 2025 finalisée. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la situation telle qu'elle est. Après, effectivement, il y a des discussions dans cette loi de finances sur le fait de pouvoir taxer des plus-values en cas d'exit fiscal, hein, la question de l'exit tax, etc. Voilà. Il y a l'augmentation de la flat tax, j'en ai parlé, qui est aussi un sujet. Il y a la contribution aux très hauts revenus, sur laquelle le gouvernement est en train de réfléchir également et qui pourrait toucher un certain nombre de personnes qui sont détenteurs par ailleurs de crypto. Et puis, on a aussi une directive. Je le dis parce que il y a beaucoup de personnes qui continuent à estimer à tort que parce que ces cryptos, ils peuvent faire un peu n'importe quoi, il n'y a pas de contrôle, etc. Il y a une directive qui s'appelle la directive DAC8, qui a été adoptée par l'Union européenne et dont l'objectif, c'est de renforcer la transparence fiscale en permettant l'échange automatique d'informations entre les prestataires de services sur cryptoactifs. Donc, ça veut dire, pour vous donner un très bon exemple, ça veut dire que potentiellement, une plateforme qui est située, allez au hasard, en Pologne ou en Lituanie, est en capacité de pouvoir transmettre des informations directement aux États membres, donc à l'administration fiscale française, par exemple, via un réseau de communication. Voilà, tout simplement. Donc concrètement, ça voudrait dire que ce n'est pas parce qu'on a
on a potentiellement un compte dans une plateforme obscure qui est située au fin fond de la République tchèque, que pour autant on est tranquille et personne viendra nous chercher. Ça, c'est potentiellement fini. Bon, déjà, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est fortement déconseillé, mais cette directive va rentrer en vigueur et effectivement, elle est susceptible d'avoir un impact sur la transmission d'informations. Donc, je, comment dire, j'invite ceux qui nous écoutent à être très vigilants et à rester bien dans les clous, quoi. Et imaginons, on prend le même exemple, mais l'entreprise n'est pas située en Pologne, mais par exemple aux îles Caïmans. Est-ce que c'est la même situation? Alors, non, c'est pas la même situation, effectivement, dans ce sens que cette directive, elle est valable au niveau européen, elle n'est pas valable en dehors de l'Union européenne, effectivement, c'est à l'intérieur de l'Europe. Pour autant, je décommande, enfin, extrêmement fortement de prendre des risques sur ces sujets. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Tu sais, je suis pas là je suis pas l'administration fiscale, mais extrêmement, je décommande fortement. Je pense qu'il faut plutôt être intelligent en se disant comment on peut faire pour optimiser sa fiscalité. Il y a des manières de réfléchir, d'optimiser. Après, la fiscalité, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que c'est pas, tiens, tu vas te lever le matin et tu vas trouver un mode d'emploi que tout le monde a fait et tu vas suivre le mode d'emploi comme ça. C'est vraiment du cas par cas. Est-ce que tu vas avoir un intérêt à t'expatrier? Est-ce que c'est intéressant pour toi? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce qu'éventuellement, pourquoi pas passer à l'impôt sur le revenu plutôt que la flat tax, comme je disais tout à l'heure, parce que tu es sur une tranche d'imposition qui fait que c'est plus intéressant pour toi? Est-ce que, par exemple, tu vas donner éventuellement des cryptos à tes enfants, à tes parents, et ça peut être défiscalisé dans une certaine limite? Enfin, il y a des manières, il n'y a rien de magique, ça c'est sûr. C'est pas ah, s'il te plaît, trouve-moi un moyen de ne pas payer d'impôts, etc. Ça n'existe pas. Et on paye des impôts, alors on peut aimer, pas aimer, trouver que c'est trop, etc. Ça, c'est pas enfin, mon point aujourd'hui, mais c'est comme ça. Point. Voilà. Donc, c'est la question, c'est soit tu les payes et éventuellement tu les optimises, soit tu les payes pas alors que tu dois les payer, et puis dans ce cas-là, tu es dans l'illégalité et tu en assumes les conséquences si un jour on vient te chercher, quoi. Voilà. Mais par contre, il faut arrêter de croire que parce que c'est en crypto, de certaines façons, enfin voilà, on n'a aucun risque ou les risques, je pense que c'est faux. Il y a de plus en plus de contrôles en la matière. L'administration fiscale progresse très largement en termes de compétences. Donc voilà, il faut pas, faut être droit faut être droit et respecter les règles. Et sur la fiscalité, je sais que c'est toujours du cas par cas, mais est-ce qu'il y a des règles générales pour tout le monde à savoir, à connaître? Est-ce qu'il y a Ah quelque bah, chose, des ah bah conseils? non, mais alors non, mais les conseils, c'est quoi? C'est de se rapprocher de sociétés spécialisées ou d'avocats quand quand on déclarera ses revenus l'année prochaine. Voilà. Et je sais qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Je pense à Waltio, par exemple, qui sont spécialisées dans les déclarations. Voilà, typiquement, ça, c'est des choses enfin, qu'il faut envisager de faire. Ou alors, quand on veut faire de la vraie optimisation et faire les choses vraiment bien, se rapprocher d'avocats. Nous, c'est vrai que, comme certains de nos confrères, évidemment, c'est des choses qu'on est amené à faire assez régulièrement. Et là, avec l'augmentation, on verra si ça dure, mais du prix du Bitcoin, eh bien, il est fort probable qu'il y ait des plus-values qui soient générées et que derrière, pour ceux qui veulent sortir, je pense que ce sera intéressant d'optimiser. Ouais. En parlant de cabinet d'avocats, je voulais plus me focaliser maintenant sur ton métier et ce que tu fais chez Hashtag Avocat. Donc, Bien sûr. je veux que tu présentes que fait Avocat et quelles sont vos missions. Ouais, bien sûr. Hashtag Avocat. Alors, du coup, donc hashtag avocat, nous, on est une quinzaine au cabinet, donc on s'est créé il y a 10 ans, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai mon associé qui est spécialisé en droit des sociétés, droit fiscal, justement, donc qui traite d'un certain nombre de sujets de fiscalité. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on a créé, hashtag avocat a créé en fait avec un cabinet comptable qui s'appelle Earn et avec un cabinet fiscal qui s'appelle Revo Avocat, un one-stop shop du droit et du chiffre pour les entrepreneurs du Web3, avec justement un cabinet euh, comptable qui est spécialisé en Web3 et un cabinet fiscal qui est spécialisé en Web3. Un fiscaliste qui est spécialiste, qui ne fait que ça. D'accord? Et qui travaille beaucoup avec des particuliers. Donc, effectivement,
Ça, c'est un atout important. Bref, pour en revenir à Hashtag, donc, on a ce département-là qui est dirigé par mon associé. Et puis moi, je suis sur la partie tech, en fait contractuelle, parce qu'on a beaucoup de contrats tech, contrats commerciaux à traiter pour les boîtes depuis longtemps. On est spécialisé en propriété intellectuelle. J'ai un collaborateur qui est dédié là-dessus parce que c'est une compétence un peu historique du cabinet. Et puis, de plus en plus, bon an, mal an, parce que c'est comme ça que comment dire, l'écosystème tech évolue, bah, une compétence réglementaire de plus en plus forte parce qu'il y a des règlements, enfin, c'est 3 par mois, quoi. Donc, il faut se développer aussi là-dessus. Et voilà. Et effectivement, beaucoup de crypto, beaucoup d'IA aussi, de plus en plus depuis maintenant plusieurs années. Et avec le prix du Bitcoin actuel qui connaît des hauts historiques et la réglementation qui avec Mika et probablement Mika 2 qui arrive, est-ce que vous avez une montée des demandes d'accompagnement? Est-ce que vous avez une montée ou Alors, c'est pas, stable? pour l'instant, je n'ai pas noté d'augmentation de demande significative. Après, l'augmentation, elle date vraiment d'il y a quelques jours, quelques semaines, donc ça reste assez récent. Après, c'est vrai que là où peut-être effectivement ça va entraîner un mouvement, c'est que nous, on accepte le paiement en crypto de nos prestations. Et donc, forcément, quand tu as un Bitcoin qui vaut 90 000 dollars alors qu'il en valait 50 ou 60, bah, du coup, ça fait une augmentation du pouvoir d'achat crypto. Et donc, in fine, ça peut donner envie à certains de passer, de passer le cap d'un certain nombre d'optimisations, de choses dont ils pourraient avoir besoin et dont ils pensaient, auxquelles ils ne pensaient pas avant. Et je pense notamment, encore une fois, à ceux qui veulent faire des exits en disant que c'est le moment, ils ont besoin de cash, etc. Donc, ça peut être intéressant, en effet. Et vu que hashtag avocat, vous existez depuis presque 10 ans, est-ce que vous avez remarqué une évolution des profils, des projets ou des secteurs selon les années? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu, au début, la crypto, voilà, c'était peut-être, sans tomber dans la caricature, mais c'était un écosystème assez fermé, qui était pas forcément ultra professionnalisé. Et il faut reconnaître, avec notamment l'arrivée de la finance dans l'écosystème et de la réglementation aussi, qu'il y a une forme de professionnalisation des profils qui est quand même assez nette. Donc il y a moins de gens, beaucoup moins de gens qu'avant, mais c'est plus calé. Voilà. Donc, je le répète, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais de tout au départ. C'est un peu un lieu commun ce que je dis, mais il n'y a jamais c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a une évolution, on peut la déplorer ou l'apprécier. Il y a des bons points, des mauvais points. Mais en tout cas, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a beaucoup moins peut-être de gens qui avaient, au moment où les NFT, c'était l'explosion, tout le monde voulait son NFT, etc. Ou même avant, en 2017, 2018, quand, voilà. Mais c'est plus pro, en général. Et ça, c'est appréciable, J'avais encore deux petites questions, bien sûr. des questions plus personnelles et que je pose dans chaque épisode. Si tu étais en face d'Arnaud quand il avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question. C'est difficile de répondre à cette question sans tomber dans le pathos ou la caricature, hein, pour le coup. Parce que si je commence à te dire, ouais, je dirais crois en toi, ça fait très série américaine des années 80, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de valeur pour ceux qui nous écoutent. Euh, Écoute, il y a un truc que je lui dirais en tout cas, et pour le coup, j'ai l'impression qu'il a plutôt suivi le conseil que j'aurais pu lui donner, c'est intéresse-toi aux nouvelles technologies parce que concrètement, ça va bouleverser non seulement ta vie, mais également ta carrière. Et je dis ça pourquoi? Parce que, par exemple, je prends un exemple concret hein, pour bien comprendre, hein. Moi, là, si je devais parler à un étudiant en droit, je dirais passe plus de temps à savoir développer des prompts en IA qu'à maîtriser la matière juridique. Voilà. Donc évidemment, quand j'avais 20 ans, je ne vais pas donner mon âge, mais c'était il y a un moment quand même, il y avait pas l'IA générative, malheureusement ou heureusement, chacun jugera. Donc je me dirais juste, bah, en fait, continue à t'imprégner des nouvelles techs, j'ai toujours adoré ça, et continue parce que en fait, sans ça, tu vas perdre le fil à un moment ou à un autre et le décalage va se faire énorme avec les autres. Donc je me dirais ça. Et dernière question, la majorité de nos auditeurs sont des jeunes adultes. Quel conseil tu voudrais leur dire?
Ah, ça dépend conseil pourquoi? Pour en général, pour leur entreprise, ils sont des entrepreneurs, tu vas, il y a un truc un peu précis ou qu'est-ce que tu vois Et comme. on va commencer d'abord général et on va voir si. Ouais. Quel conseil? Là, maintenant, bah, le conseil que je viens de donner aux étudiants en droit, c'est-à-dire, euh, encore une fois, c'est vraiment sans tomber dans le pathos, je crois vraiment à ce que je suis en train de dire, hein. Je pense qu'il faut qu'on parte du postulat que tous les métiers qu'on connaît maintenant, et donc là, je vais plus parler IA que blockchain, hein, désolé, seront plus du tout les mêmes, pas dans 15-20 ans, dans 2-3 ans, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense euh, il faut pas, enfin, je sais pas, je prends un exemple, toi, mettons, tu as envie de bosser dans la finance de marché, et imaginons, par exemple, bah, tu te dis, OK, dans la finance de marché, je vais être dans une salle de marché, etc., dans 2-3 ans, comme plein d'autres traders, etc. Mais en fait, je pense pas. Je pense que tu seras probablement à essayer de développer les meilleurs algos pour pouvoir faire du training algorithmique. Bon, c'est déjà le cas, en fait, en réalité, ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux expliquer, c'est que faut être dans l'anticipation, en fait. Et il faut être très, très curieux, je pense, et s'intéresser un peu à tout. Voilà. La curiosité, l'intérêt et se projeter dans un monde baigné par l'IA de partout et de partout. Et donc, question plus précise, comment ces jeunes auditeurs doivent-ils s'adapter à ces changements? Est-ce qu'il y a des En, tips? ouais, en se formant. En se formant. Alors, soit en faisant des formations, soit en se formant sur YouTube par des tutos, j'en sais rien, mais en étant curieux et en passant le temps de se former, en se disant que moi, demain, personnellement, je vois un CV de quelqu'un enfin, je vois quelqu'un qui a un bon CV, mais qui est vraiment quelqu'un s'est formé et qui est très très bon dans l'IA. Pour moi, il a un avantage très significatif sur un autre étudiant qui, lui, aurait un meilleur CV, mais n'y connaîtrait rien. Voilà, Magnifique. je peux pas dire mieux. Très belle conclusion en tout cas. Et merci Merci, Arnaud. grand plaisir. Merci à tous, merci Et à on se toi pour retrouve à bientôt. l'invitation. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.